Donc je vais essayer de continuer sur ma lancée d'hier et essayer de commenter un peu sur les idées qui sont derrière les preuves de certains résultats dont j'ai pu parler hier, donc notamment le résultat qui est dû à Goncharov et Terrasoma qui donnait une borne sur les dimensions des espaces de valeurs d'état multiples d'un poids donné. On a vu qu'il y avait la conjecture de Zagier qui prédisait une formule de récurrence très simple d'ordre 3 type Fibonacci pour les dimensions d'espace de valeurs d'état multiples. Et on a vu que Goncharov et Terrasoma ont prouvé que la formule conjecturée par Zagier était une borne supérieure. Et j'avais fait la remarque qu'ils faisaient ça de manière assez inexplicite, au sens où ils n'utilisaient pas du tout l'existence de relations linéaires intéressantes sur les valeurs d'état multiples. Et il y avait un autre théorème qui est dû à Brown. Brown montre que les valeurs zeta multiples, donc tous les arguments sont des 2 et des 3, engendrent linéairement sur Q toutes les valeurs zeta multiples. Donc ce qui est la moitié d'une conjecture due à Hoffman. Et là, pareil, j'avais fait la remarque que en fait, Brown faisait ça sans vraiment utiliser de relation, ni même sans vous expliquer exactement comment trouver les relations prédites par son théorème. Et donc, je vais essayer notamment de vous faire comprendre que derrière ce genre de résultats, il y a des idées galoisiennes. Voilà, des idées qui sont fortement liées à la théorie de Galois, qu'on a déjà vu apparaître ce matin. Et avant de me lancer dans la théorie de Galois des valeurs zeta multiples, puisque c'est de ça qui va être question, je veux parler un tout petit peu de théorie de Galois classique des nombres algébriques. Et je veux commencer par un exercice assez bête, mais j'espère que ça va nous apprendre un petit quelque chose. C'est un exercice peut-être que vous avez déjà donné à des étudiants. En tout cas, moi, je suis sûr de l'avoir fait sous une forme ou sous une autre en prépa à un moment. C'est un exercice assez bête. Montrer que je prends un nombre, et ça va être, c'est un peu au hasard, 1 plus 3 racine de 2 puissance n, plus 1 moins 3 racine de 2 puissance n est un nombre rationnel. Et puis pour pimenter l'exercice, je vais dire pour n un entier relatif. Comme ça. Ah, ouais. Donc si vous avez un étudiant qui est un peu réveillé, il va résoudre cet exercice probablement en disant bon, je vais d'abord traiter le cas où n est un entier naturel, et puis je vais utiliser la formule du binôme et voir qu'il y a des racines de 2 qui se simplifient quand je fais les deux développements. Et donc j'aurai une formule explicite pour ce nombre-là, qui est un nombre entier. Et puis ensuite, si n est négatif, je remplace n par moins n, et puis il faut que je calcule l'inverse de 1 plus 3 racine de 2. J'utilise l'astuce millénaire de la quantité conjuguée que les étudiants adorent énormément. Je fais ça aussi de l'autre côté, puis en fait je suis ramené au premier cas. Okay. Voilà un exercice intéressant. Mais l'exercice en fait demande moins que tout ce travail, il demande juste de montrer que cet élément est rationnel. Donc en fait, l'idée c'est que cet exercice devrait être fait sans faire de calcul. Et puis même pour des exercices plus compliqués, du genre, je sais pas, si je m'amuse à être vraiment très vicieux et que je sais pas, je divise ça par 2 moins 7 racine de 2 puissance m, et puis que là je mets 2 plus 7 racine de 2 puissance m. Bon là, votre étudiant va commencer à vous demander si vous lui en voulez particulièrement. Mais l'exercice est en fait aussi simple que celui d'avant d'une certaine manière. Et comment on résout sans faire de calcul? On remarque, donc déjà c'est un exercice qui se place dans le corps Q de racine de 2, ça c'est l'ensemble des nombres réels qui s'écrivent a plus b racine de 2 avec a et b des nombres rationnels. Donc la remarque c'est que ça c'est un sous-corps de R qui est de dimension 2 sur Q parce que racine de 2 est un nombre irrationnel. Donc on se place là-dedans. Et ce qui est important, c'est que ce sous-corps il a des symétries qui sont précisément données par cette fameuse conjugaison qui échange racine de 2 et moins racine de 2. Donc on a cet élément que je vais appeler taux, de Q de racine de 2 vers Q de racine de 2, qui envoie A plus B racine de 2 vers A moins B racine de 2. Et la remarque, c'est que ce truc-là, c'est un automorphisme de corps.
Donc c'est une involution. Et le truc qui est important, c'est que c'est un morphisme de corps. Et probablement le seul truc à vérifier, si on voit ça pour la première fois, c'est que ça respecte la multiplication. Okay, c'est fondamentalement ça le truc important. Et une fois qu'on a vérifié ça, oui, et puis à quoi ça sert ce truc-là? La remarque, c'est que ce truc-là est une involution et les points fixes, c'est précisément les nombres rationnels. Okay, si vous prenez un x dans q de racine de 2, qui est un point fixe de taux, et bien alors, de manière assez tautologique, ça veut dire que a plus b racine de 2 égale 1 moins b racine de 2, donc b est nul, et donc x est un nombre rationnel. Okay. Et maintenant, comment vous résolvez mon exercice? X, c'est le nombre qui vous intéresse. Et vu que vous savez que cette conjugaison respecte la multiplication, parce que vous l'avez prouvé et que ça respecte la somme, c'est une trivialité de montrer que x est un point fixe par l'involution. Et donc x est un nombre rationnel. Okay. Ce qu'on montre sans faire aucun calcul. On n'a pas besoin de calculer le x pour montrer que x est un nombre rationnel. Donc ça, c'est un exercice peut-être un peu stupide, mais bon, qui nous apprend quand même que dans des situations comme ça, il faut utiliser les symétries qui nous sont données. Okay, les symétries, c'est ce qui respecte la structure. Ici, la structure, c'est essentiellement la structure multiplicative, et donc dès qu'on vous donne un automorphisme qui respecte cette structure, ça va être probablement très, très utile. Voilà. Et ça, c'est une idée qui est d'une certaine manière au centre de la théorie de Galois, dont cet exercice est une instance un peu primitive. Donc plus généralement, pour reprendre des notations qui ont été introduites dans l'exposé de Ravier, si vous prenez un polynôme à coefficient rationnel irréductible et de degré d, vous pouvez définir k, qui s'appelait probablement A dans l'exposé de Ravier, qui est le quotient de Q crochet X par l'idéal engendré par F. Puisque F est réductible, c'est bien un corps, ce qu'on appelle un corps de nombre. C'est un corps qui est de dimension finie sur Q. En l'occurrence, la dimension, c'est D, ce qu'on appelle le degré de l'extension. Donc là, typiquement, dans mon exemple, F, c'est x2 moins 2. Le corps ici, c'est q de racine de 2. Okay, on rajoute une nouvelle variable x, et puis on impose que x carré vaut 2. Donc en fait, x, c'est racine de 2. Mais ça pourrait être aussi bien moins racine de 2, et c'est précisément cette ambiguïté que la théorie de Galois étudie. La théorie de Galois nous dit qu'en fait, algébriquement, racine de 2 et moins racine de 2 jouent exactement le même rôle. Il n'y a qu'une raison d'imaginer que l'un est spécial par rapport à l'autre. Et il y a un groupe qui s'appelle le groupe de Galois, G, groupe de Galois l'extension, qui est par définition l'ensemble des automorphismes du corps K. Automorphisme de corps. Donc dans ce cas-là, ici, le groupe de Galois, c'est le groupe Z sur 2Z engendré par ma fameuse involution tau, qui échange racine de 2 au moins racine de 2. Et une partie de la théorie de Galois, c'est d'expliquer, c'est de généraliser, disons, cette phrase qui dit que si l'extension est ce qu'on appelle galoisienne, c'est-à-dire si le groupe G est assez grand, le groupe G c'est discriminer de la manière la plus fine possible entre tous les éléments du corps, d'une certaine manière, okay, d'une manière précise, mais dont on n'aura pas besoin. Donc voilà, l'action du groupe G, c'est un truc qui permet de faire la différence entre tous les éléments qui nous sont donnés dans le corps qu'on est en train d'étudier. Okay, donc c'est, comme vous pouvez imaginer, quelque chose qui est très utile. Bon. Et ce que je vais essayer de raconter, c'est que cette idée-là, elle est censée se généraliser aux périodes. Donc on a vu que parmi les périodes, il y a les nombres algébriques, et puis il y a plein de nombres hyper intéressants qui sont transcendants, comme pi, comme les valeurs de zeta multiples, comme des intégrales elliptiques ou d'autres. Et cette idée de théorie de Galois devrait se généraliser aux périodes. Voilà. Et je vais essayer très rapidement de vous expliquer comment. En fait, il y a un gros problème si on essaie de généraliser ces choses-là aux périodes. C'est qu'on a beaucoup de mal à montrer des résultats de transcendance ou d'indépendance linéaire ou d'indépendance algébrique entre périodes.
On a vu ça dans les exposés de Tanguy. C'est des choses qui sont généralement difficiles à faire. Et on se rend bien compte que ça n'a aucun sens de parler de théorie de Galois d'une période si on ne sait pas montrer, mettons que cette période est irrationnelle ou transcendante. Si je vous dis le groupe de Galois de pi, c'est tel truc, il vaut mieux, si le tel truc n'est pas le groupe trivial, il vaut mieux que j'ai prouvé que pi est irrationnel. Sinon, ça n'a aucun sens. Un nombre rationnel, son groupe de Galois doit être trivial. Donc c'est ce genre de problèmes qui font que associer des groupes de Galois à des périodes, ça n'a pas vraiment de sens. Et si on essaie de faire agir des groupes sur des périodes, là vous voyez typiquement ce que j'écris, quand j'écris cette formule-là, je sais que racine de 2 est irrationnelle, sinon cette formule n'a absolument aucun sens. Donc bon, si on est en train de manipuler des périodes pour lesquelles on n'a pas vraiment d'idée de la rationalité, la transcendance, ou de famille de périodes dont on ne connaît pas fondamentalement la structure, en fait, donc cette idée ne va pas du tout fonctionner, quoi. On est totalement bloqué par ces choses-là. Et il y a une idée qui est géniale, qui est d'utiliser les idées cohomologiques que Javier a commencé à développer ce matin pour complètement s'abstraire de problématiques de transcendance et faire un truc un peu étrange, remplacer les périodes par des objets qu'on va appeler des périodes motiviques, qui joueront des rôles entre guillemets similaires, mais qui auront une nature assez différente, et pour lesquels on se fiche totalement de connaître des propriétés de transcendance ou d'irrationalité. Et c'est dans ces périodes motiviques que va vivre la théorie de Galois, et on espérera, on conjecturera, c'est la fameuse conjecture des périodes de Grothendieck, qu'en fait, les périodes motiviques et les périodes, c'est le même monde. Okay, qu'en passant de l'une à l'autre, on perd absolument aucune information. C'est ce que je vais essayer de raconter, sans en faire des tonnes. Ok. Donc déjà, il faut que je vous parle de période motivique. Puis ensuite, on rajoutera les idées galoisiennes. Donc c'est une idée qui est évidemment assez subtile, mais je pense qu'on peut essayer de la comprendre en des termes pas trop compliqués. Donc on a deux mondes, hein. On a le monde des périodes, qui sont les nombres qui nous intéressent, et puis on va les remplacer par des périodes motiviques. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. Et on aura une flèche d'un monde à l'autre qui va dans cette direction-là. Il y a une période motivique, je peux associer une période, donc ça c'est des objets concrets, ça c'est des objets abstraits si vous voulez. Et ça on va le noter, mettons pair, ça c'est le morphisme de période. Bon, il y a le mot période un peu partout, mais ça c'est l'algèbre des périodes, ça c'est une certaine algèbre qu'on appelle de période motivique, et il y a un morphisme d'algèbre qui va dans cette direction-là. Et une période motivique, donc je vais écrire un truc et ensuite je vais essayer d'affiner ou de corriger. Mettons une première approximation, si j'utilise les outils qui ont été introduits par Javier ce matin. Donc une période motivique, il faut y penser comme les ingrédients géométriques qui sont sous-jacents à la période. Les ingrédients géométriques dont j'ai besoin pour calculer la période. Et la recette de cuisine, le fait de calculer la période avec les ingrédients qui me sont donnés, l'intégration, c'est exactement cette flèche-là. Okay, donc là, il y a les ingrédients, et puis là, il y a le processus d'intégration qui va me calculer un vrai nombre. Ça marche? Et donc, les ingrédients, c'est quoi? Donc, une première approximation de ce qu'est une période motivique, c'est je me donne un x, donc avec les mêmes notations que ce matin. Ça, c'est une variété algébrique affine, lisse sur Q. Donc, un des exemples que Javier a regardé ce matin, c'est quelque chose qui est défini par des équations polynomiales à coefficient dans Q, puis qui a en plus cette propriété de licité. Donc je me donne x. X, c'est l'espace dans lequel je suis en train de calculer. Et puis, il me faut quoi comme ingrédient? Il me faut une forme différentielle et un domaine d'intégration. Donc, je vais écrire la forme différentielle. C'est une classe d'un truc qui s'appelle oméga. Et ça vit dans ce que Javier a noté, h
n de RAM de x. Donc ce matin, Javier vous a parlé de H0 et de H1. Il y a plus généralement du H2, du H3. Et en fait, le n ici, c'est le degré de la forme différentielle. Okay, ça va être le nombre de variables dans l'intégrale. Et j'ai besoin d'un domaine. Donc ça, c'est une classe d'un certain sigma. Et ça vit dans ce que Javier a appelé Hn en bas beti de x. Et donc ça, c'est un certain domaine qui est tracé dans les points complexes de x, qui est une variété complexe, un espace topologique très sympathique. Voilà, donc ça, c'est mes ingrédients. Okay, donc j'ai mon espace, qui est un truc potentiellement très explicite, et j'ai la forme différentielle que j'intègre et le domaine. Et évidemment, l'application de période va me calculer l'intégrale. D'accord ? Donc ça, c'est une première proto-définition de ce que c'est qu'une période motivique. C'est relativement compréhensible si on a un peu passé du temps à comprendre ce que ça veut dire la cohomologie et l'homologie et qu'on a un peu regardé certains exemples. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire ça, une période motivique ? Donc, à x et au petit n là est associée une matrice de période où il y a tout un tas d'intégrales. C'est une matrice carrée, inversible. Et là, je suis en train de sélectionner un élément de la matrice. C'est juste ça, une période motivique. Sauf que, en fait, je ne calcule pas vraiment les intégrales. D'accord ? Je vous donne un numéro de ligne, un numéro de colonne, et ça, c'est la période motivique. Okay, et l'application de période vous calcule effectivement l'intégrale. Donc ça, c'est bien, mais le gros problème, en fait, qui est derrière cette proto-définition, c'est que, comme on l'a vu dans l'exposé de Javier, un même nombre peut avoir plein de représentations différentes en tant qu'intégrale. Donc en fait, il peut y avoir plein d'éléments très différents qui s'envoient sur la même période. Donc en fait, du coup, quand on remplace une période par une version motivique, si on est plusieurs à faire ça, on ne va pas faire les mêmes choix et ça n'aura pas vraiment de sens. Donc il faut imposer une relation sur ces choses-là pour dire quand ces deux trucs-là vont être égaux. Okay ? Et l'idée des périodes motiviques est vraiment le truc compliqué pour donner une vraie définition, c'est d'expliciter les relations qu'on a envie d'imposer sur ces choses-là, sur ces ingrédients. Et je vais juste écrire un truc vague et ensuite essayer d'expliquer. J'ai écrit un truc vague sur ma feuille. Ouais. Donc le truc vague, c'est on décrète que deux périodes motiviques sont égales. Ça va imposer une relation sur les périodes motiviques. Qu'est-ce que j'ai écrit ? S'il y a une raison géométrique pour qu'elle le soit. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il faut vraiment penser en termes de, par exemple, la conjecture de Kontsevich-Zagier. Une raison géométrique, c'est par exemple la formule de changement de variable. Okay, donc exemple de raison géométrique, si vous prenez deux variétés x et y, et vous prenez x' et x, mettons, vous prenez un morphisme de variété algébrique. C'est un truc qui est donné par des équations polynomiales et qui est cohérent avec les équations qui définissent x et x'. Donc dans ce cas-là, Javier ne l'a pas mentionné, mais c'est une des choses intéressantes dans l'homologie et la cohomologie, c'est ce qu'on appelle la fonctorialité. Un morphisme entre variétés algébriques induit des applications linéaires entre les groupes de cohomologie, donc ça va dans le sens inverse pour la cohomologie, c'est-à-dire qu'on va de cohomologie de RAM de x' de x
x est au but, donc vers la cohomologie de rame de x'. Puis pour l'homologie, ça va dans le bon sens. Je mets l'étoile en bas. Ça va de l'homologie de Betti de x' vers l'homologie de Betti de x. Bon. Donc le premier truc, ça compose en fait, ça prend une forme différentielle sur x, puis ça la compose avec f. Et le deuxième, ça prend un cycle tracé sur x' et ça le compose avec f aussi. Donc ça va dans le bon sens. Et dans ce cas-là, on va imposer une relation qui est que si vous prenez x' avec une... il faut que j'écrive un truc correct. Évidemment, sur ma feuille, il y a écrit d'autres choses. Avec le pullback par f d'une certaine classe oméga, et puis une certaine classe sigma prime qui vit sur x', c'est censé être la même chose que x avec la classe de oméga, et puis le poussé en avant par f de la classe de sigma prime. Donc ça, c'est une des relations qu'on va imposer sur les périodes motiviques. Et ça va être compatible avec cette flèche, au sens où si on applique le morphisme de période, là, on va juste écrire que l'intégrale sur sigma prime du tiré en arrière de la forme oméga, c'est égal à l'intégrale du poussé en avant de sigma prime sur le poussé en avant de sigma prime de oméga, qui est en fait juste une formule de changement de variable, un peu déguisée avec l'abstraction qui est là, mais c'est vraiment le changement de variable. Et ça, c'est, vous en conviendrez, une raison géométrique pour que deux intégrales soient égales. Et il y a d'autres raisons géométriques. Par exemple, Javier nous a parlé de la formule de Stokes ce matin. C'est une autre raison géométrique, et c'est une autre égalité qu'on va forcer entre périodes motiviques. Bon. Et en fait, bon, il faut imaginer que le mot motif, que je vais essayer de prononcer le moins possible, mais le mot motif, c'est une tentative pour donner un sens à cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire une raison géométrique? Donc en fait, il faut imaginer que là, l'objet, c'est pas x en fait. C'est pas vraiment la variété algébrique, c'est plutôt le motif de x. Motif d'une variété algébrique. Donc je ne vais pas changer la notation, mais c'est un objet qui se comporte plutôt comme un groupe de cohomologie. Je ne vais pas essayer de définir ce que c'est qu'un motif, mais c'est une sorte de version universelle de la cohomologie d'une variété algébrique. Et une raison géométrique pour avoir une égalité de période motivique, ça serait un morphisme entre motifs. Donc en fait, il y a une définition qui est très claire. En fait, à partir du moment où vous avez donné un sens à la notion de motif et surtout à la notion de morphisme entre motifs, c'est que dès que vous avez un morphisme entre motifs, vous allez imposer une relation entre périodes motiviques de ce type-là. Et un exemple de morphisme entre motifs, c'est un truc qui vient d'un morphisme entre variétés algébriques. Okay? Mais en fait, il y en a d'autres. Par exemple, la formule de Stokes vient d'un morphisme entre motifs. Ce genre de choses. Bon. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir du moment où on a bien... où on a donné un sens à ce que veut dire ce mot motif que j'ai écrit sans expliquer, et surtout à ce que veut dire un morphisme entre motifs, ça devient un jeu assez formel de définir ce que c'est qu'une période motivique. Mais tout est caché, et je ne vais pas essayer de vous expliquer vraiment cette histoire, tout est caché derrière cette notion de motif qui est un peu obscure. Il y a plusieurs approches à cette question. Il y a une approche très concrète qui est due à Nori, pour laquelle, en fait, essentiellement, pour laquelle les motifs sont des objets concrets et les morphismes entre motifs sont très concrètement, essentiellement, ça et puis la formule de Stokes. Donc, si on veut vraiment avoir une approche très concrète de ce genre de questions, on peut suivre ce que fait Nori. Et là, du coup, la définition d'une période motivique, c'est essentiellement ce que je vous ai dit.
C'est-à-dire vous prenez ces objets-là et puis vous imposez les relations qui sont dans la conjecture de Kontsević-Zagier. Et donc du coup, une période motivique, ça devient un ingrédient pour calculer une intégrale, mais pris modulo les relations qui sont dans la conjecture de Kontsević-Zagier. Et raison géométrique, c'est les formules du calcul intégral rappelées par Javier ce matin. On n'obtient pas toutes les périodes à partir d'un seul motif. Alors, il faut plusieurs motifs pour obtenir l'ensemble de toutes les périodes, a priori. Oui. Donc, si on part d'une seule variété algébrique donnée, elle a qu'une matrice de périodes qui est de taille finie, et donc, bon, il n'y a pas beaucoup de périodes. Mais si on prend toutes les variétés algébriques possibles, à ce moment-là, on obtient toutes les périodes. C'est ce que Javier a raconté, avec la petite subtilité qu'il faut en fait pouvoir calculer des intégrales sur des choses qui ne sont pas fermées. Donc au lieu de prendre juste une variété algébrique, on prendrait une variété algébrique et une sous-variété algébrique où les cycles auraient des bords. Bon, et on parle de cohomologie relative, mais modulo cette petite subtilité, oui, on obtient bien toutes les périodes dans des matrices de périodes. Ouais, dans ce sens-là. Donc il n'y a pas d'hémorphisme systématiquement entre toutes les... On peut pas on n'est pas sûr, quand on a une représentation par un motif, qu'on puisse passer par un morphisme pour une même période vers un autre motif uniquement parce que les variétés ne se correspondent pas en dimension, par exemple. Exactement, donc je pense que c'est toute la difficulté qui est derrière la conjecture de Kontsević-Zagier que je vais réécrire sous une autre forme dans un instant. C'est, en fait, est-ce que toutes les égalités, est-ce que toutes les relations entre périodes ont une raison géométrique? C'est ça la question. Et la conjecture un peu folle que je vais écrire dans un instant, mais qui est essentiellement la même chose que la conjecture de Kontsević-Zagier, dit oui, toutes les égalités entre périodes, toutes les relations entre périodes doivent avoir une raison géométrique. Et en prenant tous les groupes de cohomologie, en faisant varier petit n. Voilà, là on fait varier tout le monde. On fait varier x et petit n et les classes, etc. Ouais. X n'est pas fixé dans toute cette histoire. Et précisément, x peut varier, c'est un des problèmes. Donc ça, c'est principalement la conjecture des périodes. Qui est attribuée à Grothendieck, qui dit qu'une manière simple de l'écrire, c'est que ce morphisme pair, ce morphisme de période, je vais remonter un peu le tableau, ce morphisme-là, qui associe une période concrète à une période motivique et est un isomorphisme d'algèbre. Donc la petite remarque que j'ai faite et que Javier a faite ce matin, qui dit que toute période peut se voir à l'intérieur d'une matrice de période, donc toute période au sens concret vit dans une matrice de période au sens cohomologique, ça dit que ce morphisme est surjectif, et vraiment ça c'est l'injectivité. La conjecture c'est l'injectivité, c'est-à-dire une relation entre les nombres concrets vient d'une relation entre périodes motiviques, c'est-à-dire à une raison géométrique. Et ce que Javier a raconté ce matin, c'est que cette conjecture de période, elle est essentiellement la même chose que la conjecture de Kontsević-Zagier. Et pourquoi essentiellement? Parce que, déjà, je n'ai pas défini que c'était un motif, et il y a en fait plusieurs approches à la théorie des motifs. Il y a une approche pour laquelle c'est exactement la même chose. C'est l'approche qui est due à Nori, et il y a d'autres approches pour lesquelles on ne sait pas exactement les comparer, mais très clairement, c'est des conjectures qui sont dans le même esprit. Voilà. OK. Bon, donc maintenant qu'on a après compris ça, je vais appliquer ça aux valeurs zeta multiples motiviques. Donc je peux faire la même chose. Donc on revient aux valeurs de zeta multiples. Donc je vous rappelle, c'est des nombres qui sont définis par des séries multiples comme ça. N1, Nr, les Ni sont des entiers. Il y a des sommes comme ça. 1 sur K1 puissance N1, K2 puissance N2, etc. Et puis ce qui était important, c'est que c'était des périodes, c'est-à-dire elles ont des formules intégrales.
Ça commence comme ça, intégrale pour 0 plus petit que t1, etc. Puis la formule, ça commençait par dt1 sur 1 moins t1, dt2 sur t2, etc. dtn1 sur tn1. Puis on continue comme ça. C'était la formule qui était due à Kontsevich, qui nous permettait de voir notamment que toutes les valeurs d'état multiples sont des périodes. Et donc notamment, il y a un petit travail à faire, mais on peut les remplacer par des périodes motiviques. Okay, il faut construire des groupes de cohomologie, il y a un petit jeu à faire de géométrie algébrique ou de topologie algébrique, mais on peut trouver des variétés telles que ces nombres apparaissent dans les matrices de périodes de ces variétés, et ça nous permet de construire du coup des valeurs de zeta multiples motiviques. Donc, on a des valeurs de zeta multiples motiviques qui vivent dans une algèbre qui s'appelle Z mot, mettons. Donc il y a un morphisme de période, comme ça, vers l'algèbre Z qui contient des vrais nombres réels. Et donc on a des éléments que je vais appeler Z avec un mot ici, zeta mot de N1, NR. Et qui s'envoie par le morphisme de période vers zeta de N1, NR. Et ce morphisme est évidemment surjectif. Et la conjecture, enfin une instance de la conjecture des périodes dans ce cadre-là, c'est qu'il est en fait un isomorphisme et que les valeurs de zeta multiples motiviques sont les mêmes choses que les valeurs de zeta multiples normales, même si c'est clairement des objets qui sont de nature assez différente. OK ? Bon, qu'est-ce qu'on a gagné ? Ben, en fait, on a gagné que... Alors déjà qu'est-ce qu'on a perdu ? On a perdu le fait qu'on comprend vraiment ces objets-là, quoi. Ça, c'est des nombres, bon, on voit ce que c'est. Et notamment, c'est assez simple de produire des relations entre ces nombres. Et on a tous les outils qu'on veut à notre portée. Par exemple, on peut utiliser des séries, des équations différentielles, des passages à la limite, des suites, et ce que vous voulez. Tous les outils que vous connaissez. Là, en fait, pour montrer des relations entre ces nombres-là, on peut utiliser que les outils du calcul intégral. Donc c'est un peu plus contraignant. Par contre, bon, comme Javier l'a expliqué ce matin, dès que vous savez montrer une relation avec les outils du calcul intégral, modulo quelques petites subtilités techniques, ça devrait vous induire des relations entre les valeurs de zeta multiples motiviques. Okay. Donc si vous prenez cette habitude de travailler avec des périodes en utilisant que le calcul intégral, en fait, ça ne fait pas vraiment de différence si vous travaillez ici ou là-bas. Okay. Bon. Mais clairement, on a moins d'outils. Mais paradoxalement, ça devient, cette contrainte devient une chance, parce qu'en fait, le fait que le monde, quelque part, de la géométrie algébrique, qui est sous-jacent à cette histoire de valeurs de zeta motivique, il est très contraint. Et donc, ça fait qu'on comprend très bien la structure de ce monde-là. Et beaucoup mieux que la structure de ce monde-là. Donc, je vais juste énoncer un théorème qui va exactement dire ça. Donc, c'est un théorème que je vais attribuer à personne, mais qui en fait utilise les travaux d'énormément de gens, et notamment les travaux des gens qui ont bossé sur les fondations de la théorie des motifs. Bon, si j'essayais de mettre des noms, il y aurait beaucoup trop de noms au tableau. La première chose, c'est qu'il y a un truc qu'on ne sait pas du tout faire dans les valeurs de zeta multiples, mais qu'on sait faire pour leur version motivique, c'est la graduation par le poids. Donc on sait que cet espace de valeurs de zeta multiples motiviques, en fait, il se décompose en somme directe d'espaces homogènes pour le poids. Donc, le n, c'est le poids, c'est-à-dire le même n qui est ici, c'est la somme des indices. Et Zaghi avait conjecturé que dans les valeurs de zeta multiples, il n'y a que des relations linéaires entre valeurs de zeta multiples de même poids. On ne sait pas le montrer, c'est a priori compliqué. Ça implique la transcendance de toutes les valeurs de zeta multiples. En fait, ça c'est vrai pour les valeurs de zeta multiples motiviques. Je ne dis pas que c'est trivial, ça utilise des résultats assez profonds de géométrie algébrique qui sont qu'en fait, cette notion de poids, qu'on a définie de manière assez ad hoc ici, elle a une incarnation en géométrie algébrique qui s'appelle aussi le poids. C'est une contrainte extrêmement forte sur la cohomologie des variétés algébriques qui a été découverte par
par Grothendieck et puis par Deligne. Et en fait, cette contrainte empêche totalement des relations entre valeurs d'état multiples motiviques de différents poids. Voilà. Donc il faut me croire que si on fait un peu de géométrie algébrique et qu'on est au courant de cette notion de poids en géométrie algébrique, en fait, ça nous explique exactement ce phénomène-là. Okay. Donc par exemple, les valeurs d'état impaires dans le monde motivique, elles sont transcendantes. Okay. Et c'est pas bon. Ça ne nous dit rien a priori sur les valeurs des états impairs, mais en tout cas, on s'est complètement abstrait de ce genre de problème. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, on a des bornes sur les tailles de ces objets-là, qui viennent aussi de choses très profondes en géométrie algébrique. Mais en fait, on sait borner la dimension sur Q de l'espace des valeurs des états multiples motiviques de poids n, et c'est donné par ce fameux nombre dn, cette fameuse suite de Fibonacci d'ordre 3, prévue par Zagier. Donc ça, en fait, on sait le faire. Et c'est aussi, bon, je ne vais pas vous expliquer d'où ça vient, mais ça vient de la structure profonde de la géométrie algébrique. Bon. Et en fait, une fois qu'on a ça, si vous acceptez ça, un corollaire, c'est ce fameux théorème de Goncharov et Terrasoma, qui est que du coup, on a bien l'inégalité pour les valeurs zeta multiples. Puisque Zn, c'est l'image de Zn mod par une application. Okay. Et c'est ça la preuve. Ça, c'est la preuve du théorème de Goncharov et Terrasoma. Donc, qui est absolument inexplicite et qui utilise ce genre de bornes. Je ne peux pas vous expliquer d'où viennent ces bornes, mais bon. Il n'y a absolument rien de concret derrière tout ça. Voilà. Bon. Alors maintenant, ce qu'on gagne en fait, une autre chose qu'on gagne en remplaçant les valeurs des états multiples par les valeurs des états multiples motiviques, c'est ce formalisme galoisien. C'est-à-dire que là, on s'est abstrait de problèmes de transcendance et on a de manière assez formelle en fait des groupes de matrices qui agissent naturellement sur ces valeurs d'état multiples motiviques. Ça, c'est la théorie de Galois des valeurs d'état multiples motiviques, qui est une idée, comme j'ai essayé de l'expliquer, très générale, mais qu'on va essayer d'appliquer de manière assez concrète au cadre qui est celui-là. Donc déjà, je vais énoncer un théorème qui est dû à Brown et qui en fait implique le théorème de Brown que j'ai énoncé hier. Donc c'est un théorème qui est purement sur les valeurs d'état multiples motiviques. Ça dit que si vous prenez les valeurs d'état multiples motiviques avec des 2 et des 3, ces éléments-là sont en fait linéairement indépendants dans l'algèbre, enfin dans l'espace des valeurs des états multiples motiviques. En fait, c'est vraiment ça le cœur de la preuve de Brown. Il montre un résultat d'indépendance linéaire de valeurs des états multiples motiviques. Et ensuite, comment on utilise ça pour arriver à ce qu'on veut ? Hier, on a compté exactement le nombre de tels objets d'un poids donné, et c'est exactement donné par la suite dn. Okay, ce truc-là vérifier la récurrence de Zagier. Et donc, si on a ça et cette inégalité, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'en fait, cette inégalité doit être une égalité, puisque vous avez précisément dn éléments indépendants, linéairement indépendants dans Zn mod, donc ça va être une égalité, et donc ces éléments sont en fait une base. Okay, donc ça implique, avec cette inégalité, ça implique que
bah, c'est une base des valeurs de zeta multiples motiviques et qu'on a en plus l'égalité des dimensions ici. Et ensuite, on peut appliquer le morphisme de période. Et évidemment, ça ne nous dit pas que les valeurs de zeta non motiviques sont une base, mais ça nous dit au moins qu'elles engendrent. Okay. Ce qui était le théorème que j'ai énoncé hier. Donc, pardon ? On perd l'indépendance linéaire. Ouais. On aurait l'indépendance linéaire si on savait que ce morphisme était un isomorphisme. Et en fait, c'est équivalent. C'est équivalent. Les zeta d'un NR avec NI 2 ou 3 engendre Z, qui est la moitié de la conjecture de Hoffman. Donc c'est comme ça que Brown montre son théorème. Et vous voyez que c'est très étrange parce qu'on montre un théorème qui dit que certains éléments engendrent en montrant que les éléments motiviques correspondants sont libres. C'est assez étrange. Mais c'est comme ça que ça marche. Une petite remarque une fois qu'on est ici, ce qu'on remarque, c'est ce que je viens de dire, c'est que du coup, la conjecture de Hoffman, qui dit que ces trucs-là sont une base, c'est équivalent à la conjecture des périodes de Grothendieck dans ce cadre-là, c'est-à-dire à dire que ce truc-là est un isomorphisme. La conjecture de Zagier devient aussi équivalente à la même chose. La conjecture de Zagier, c'est l'égalité entre ces deux nombres. Ça devient équivalent au fait que ce truc-là est un isomorphisme. Et on peut montrer, donc en fait, toutes ces choses-là deviennent équivalentes. Et on peut montrer assez facilement que ça implique la conjecture sur les zeta impairs que j'avais donnée en début de mon exposé hier. Parce qu'en fait, c'est assez facile de montrer que cette conjecture, elle est vraie dans le monde motivique. Dans le monde motivique, les zeta impairs sont toutes algébriquement indépendants de pi, etc. Donc voilà. Donc ce théorème en fait est assez réconfortant dans le sens où il montre que différentes conjectures auxquelles on est arrivé par différentes méthodes sont en fait sont les mêmes. Et ça donne du poids à la conjecture des périodes de Grothendieck qui est extrêmement générale. Ça parle de toutes les variétés algébriques et de toutes les périodes. Et voilà une classe de périodes pour lesquelles en fait on a pas mal testé la conjecture. Parce qu'on a mis les nombres avec grande précision dans un ordinateur et on a vérifié que la conjecture, qui est l'égalité comme ici, a l'air vérifiée. Voilà. Donc c'est ce que disait Javier ce matin, en fait, la conjecture des périodes, ou la conjecture de Kontsevich-Zagier. En fait, c'est une liste infinie indexée par les variétés algébriques de résultats de transcendance. En voilà un. Okay. Et on peut tester ces résultats dans certains cadres, par exemple ici. Et à chaque résultat qu'on teste, ça donne un peu plus de poids à la conjecture très générale de Grothendieck. Ok. Comment on prouve ce genre de truc ? Eh ben, l'outil fondamental dans la preuve de Brown, c'est la théorie de Galois. Et l'idée, c'est ce que j'essaie de raconter au début de cet exposé, que la théorie de Galois dans le cadre classique, c'est un outil qui permet de faire de la discrimination entre des nombres algébriques. Et là, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. On a toutes ces valeurs de zeta multiples motiviques, et on essaie de montrer un résultat d'indépendance linéaire, c'est-à-dire qu'on essaie de montrer de faire de la discrimination entre ces éléments-là, de montrer qu'ils ne jouent pas ensemble. Et comment on va faire ça ? On va dire qu'il y a un énorme groupe, qui est un groupe de Galois, qui agit sur les valeurs de zeta multiples motiviques, et qu'il agit de manière suffisamment différente sur tous ces éléments-là pour permettre de les différencier. C'est ça l'idée générale qui est derrière tout ça. Et donc on a une action d'un groupe G, comme ça, sur les valeurs de zeta multiples motiviques. Donc G, c'est un groupe de Galois motiviques. C'est le petit nom qu'on donne à ces groupes. Et c'est un groupe qui a une définition assez abstraite, en fait. Une fois qu'on a défini ce que c'est qu'une période motivique, en fait, le groupe vient de manière assez formelle par un truc qui s'appelle le formalisme tanakien. C'est un groupe de donc une définition, c'est un groupe de transformation de cette algèbre-là
qui respecte toute la structure d'origine géométrique. Donc ça veut tout et rien dire, mais il faut me croire qu'à partir du moment où vous avez donné un sens à une théorie des motifs, c'est-à-dire à ce que veut dire d'origine géométrique, raison géométrique, il y a un formalisme assez formel qui vous produit des groupes qui agissent. Et c'est les groupes de transformation qui vérifient tous les morphismes, enfin, qui sont compatibles à tous les morphismes, à toutes les constructions que vous pouvez faire algébriques. Mais en fait, concrètement, pour les valeurs de zeta multiples motiviques, il y a une sorte de magie qui est que tout ce truc-là est en fait calculable. Donc ça vient de choses assez abstraites, mais c'est totalement calculable et explicitable. J'aurais malheureusement pas le temps de vous le montrer vraiment, ça nécessiterait un peu plus de notation, un peu plus de temps, mais il faut vraiment imaginer que c'est des choses extrêmement concrètes dans ce cadre-là. Donc c'est pas trivial, hein, c'est dû aux travaux de Goncharov notamment. Donc Goncharov et puis ensuite Brown a raffiné ces histoires-là. Cette action-là, cette action, elle est explicite. En un sens assez fort, on comprend totalement cette histoire. Donc j'ai oublié de dire, hein, évidemment, le groupe de Galois n'agit pas sur les valeurs de zeta multiples, il agit sur les valeurs motiviques. Et l'obstruction à avoir un groupe de Galois qui agit sur les valeurs de zeta multiples, c'est la conjecture des périodes, qui est précisément les conjectures de transcendance qu'on ne sait pas montrer. Okay. Mais le truc rigolo, c'est qu'on sait quand même en faire quelque chose, on sait quand même l'utiliser, cette action, pour dire des choses, et notamment prouver ce théorème. Ok. Je vais juste vous donner une équation pour vous montrer à quel point ce truc-là est explicite. À l'intérieur des valeurs de zeta motiviques, on a les valeurs de zeta simples. Et je peux vous expliquer comment un élément G dans mon groupe agit sur une valeur zeta simple, motivique, zeta de n. Il y a une formule. Je vais cacher des notations, mais il y a une formule qui est quelque chose du genre AG n fois zeta de n plus BGN. Donc voilà comment un élément G agit. AN et BN, c'est des fonctions sur le groupe qui prennent un élément G et qui vous renvoient un scalaire, un nombre rationnel. Et donc, en fait, ce que ça dit, c'est que les conjugués de zeta de n, en fait, c'est des nombres comme ça, avec le fait que la fonction B, Bn, c'est 0 si et seulement si n est pair. Dit autrement, zeta de n, il a... Donc, et AG, A, il est toujours non nul. Hein. Donc, dit autrement, si n est pair, en fait, les conjugués de zeta de n, c'est les multiples rationnels non nuls de zeta de n. Et si n est impair, c'est ces choses-là plus toutes les constantes rationnelles. Okay. Et ça, c'est un avatar, ce phénomène-là, c'est un avatar du résultat de l'air qui nous dit que les zeta pairs sont en fait reliés aux puissances de pi. Et le fait qu'on obtient dans le cas pair un espace de conjugué qui est de dimension 1, c'est à relier à l'exposé de Ravière qui nous a montré que pi, ou plutôt 2ipi, était très spécial dans la théorie des périodes, dans le sens où sa matrice de période est de dimension 1. Donc en fait, il n'a pas d'autre conjugué que lui-même, pi, ou 2ipi. Donc c'est ça qui explique cette histoire. Okay, dans le cas pair. Et dans le cas impair, on est juste un cran au-dessus, c'est une période qui est juste un tout petit peu plus compliquée que pi. On a un espace à 2 dimensions de conjugué. Voilà. Et puis, si au lieu de regarder zeta de n, vous regardez zeta de n1, n2, n3, et ben vous avez d'autres formules comme ça, qui sont plus compliquées en fait. Donc moralement, plus la valeur de zeta multiple va être loin des valeurs de zeta simple, plus elle aura un espace de conjugué grand. Okay. Mais d'une manière très concrète, c'est-à-dire que les formules sont vraiment très explicites. Et même ces fonctions a et b sur le groupe, on peut les expliciter, tout est extrêmement calculable. Et on peut s'amuser avec ça. Et il y a une proposition, qui n'est pas un truc trivial, mais qui est le truc qu'on utilise, qui est qu'en fait, cette propriété, elle caractérise les valeurs de zeta simples. Les valeurs de zeta simples sont les seuls éléments avec cette propriété-là. Donc très concrètement, j'écris cette proposition pour vous montrer que c'est très proche
de ce que j'ai écrit au départ sur racine de 2. Il y a ce truc très important que si vous avez un élément dans Q de racine de 2 qui est un point fixe de la conjugaison, alors c'est un nombre rationnel. En fait, cette proposition, ça va être un analogue de cette histoire. C'est ça que je l'écris. Donc si vous prenez un xi, un élément dans cette algèbre de valeurs zeta multiples motiviques, est tel que l'ensemble des conjugués par le groupe de Galois de xi est inclus dans, je vais écrire ça comme ça, les combinaisons linéaires de xi et de 1. Donc ce qui est le cas pour les valeurs de zeta. Pardon, je vais mettre un poids ici, xi est de poids n. Donc un exemple typique d'un tel xi, c'est zeta de n, zeta motivique de n. Et en fait, ça caractérise les zeta simples. C'est alors, xi s'écrit lambda fois zeta motivique de n, avec lambda un nombre rationnel. Voilà. Donc vous pouvez reconnaître les valeurs de zeta simples grâce à l'action du groupe de Galois. Et ça, c'est extrêmement puissant, en fait. C'est-à-dire que ça, vraiment, ça vous permet de démontrer des relations sans calculer de relations. Au sens où vous jouez avec votre formule que je ne vous ai pas donnée pour l'action du groupe de Galois motivique, et vous prenez certaines valeurs de zeta multiples, vous appliquez le groupe, et puis vous vous amusez à faire des combinaisons linéaires telles que il y aura des simplifications et telles que dans les conjugués de votre élément, il n'y aura que des combinaisons linéaires de cet élément et de 1. Vous faites ça. Le théorème vous dit que cette combinaison linéaire que vous avez construite, ça s'écrit lambda fois zeta de n. Et vous avez prouvé une relation sans calculer d'intégrale, sans réfléchir aux relations entre valeurs de zeta multiples. Okay. Le seul problème, c'est que ça ne vous calcule pas le lambda. Ça, il faut le faire tout seul. Mais une fois que vous êtes là, c'est quoi lambda? Vous pouvez appliquer le morphisme de période à cette relation, et ça vous dit que la période de xi, qui est une certaine valeur zeta multiple, c'est égal à lambda fois zeta de n. Et donc lambda, c'est quoi? C'est la période de xi divisée par zeta de n. Et vous pouvez calculer ça avec 100 chiffres significatifs et reconnaître, un peu de chance, un nombre rationnel simple. Et là, modulo le fait que ce n'est pas un calcul exact, vous avez vraiment prouvé une relation. Et je ne vais pas en dire plus, mais ça, c'est vraiment au centre de la preuve de Brown, ce genre d'idées. Et c'est des idées qui n'ont pas du tout été exploitées, qui ont été exploitées de manière minimale. C'est une manière extrêmement puissante de prouver des relations entre périodes par voie galoisienne, de prédire l'existence de relations par voie galoisienne. Bon. Évidemment, ce qui est très compliqué, c'est de comprendre cette action de groupe. Et là, il y a une magie qui est que dans ce cadre-là, on y arrive très bien. Et je vais juste faire une petite analogie qui m'a été suggérée par Tanguy ce matin. Tanguy disait, si on veut prouver des résultats d'indépendance algébrique, par exemple, ou d'indépendance linéaire entre des fonctions, qui sont par exemple des séries formelles, on a la dérivée, qui est un outil extrêmement puissant. Et on suppose qu'il y a une relation, on dérive la relation, et on se débrouille, on trouve une contradiction. J'ai envie de présenter l'analogie que cette action de groupe, elle joue d'une certaine manière le rôle de la dérivée. Il faut le voir comme un truc qui remplace la dérivée dans un cadre où il n'y a pas de fonction, on n'a que des périodes. Mais il faut vraiment l'imaginer comme ça. Et en fait, même dans le cas des multizeta motiviques, on peut rendre ça assez concret au sens où ce groupe, essentiellement, ce qu'il fait, il a une propriété de dérivée au sens où il baisse le degré, en fait. En gros. Bon, là, si vous regardez la formule, vous effacez le A, qui n'est pas très important. Il remplace zeta de n par zeta de n plus un truc qui est de poids plus petit. Et c'est un fait général, en fait. Donc il se passe un truc dans le monde des valeurs de zeta multiples motiviques qui permet ce genre de récurrence sur le poids, par exemple, que permet la dérivation dans les fonctions. Bon, bref. Voilà, c'est une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais
Je pense que c'est une bonne chose à avoir en tête. OK. Et il doit me rester une demi-minute, presque 5 minutes. Je veux juste profiter de ces presque 5 minutes pour dire des choses très très vagues sur la physique. Donc très vague pour deux raisons, parce que déjà c'est compliqué, et puis deuxièmement je connais peu de choses à la physique. Donc, valeur d'état multiple en physique. Donc ça va être relativement spéculatif. Donc les gens qui font de la physique des particules s'intéressent au comportement des particules élémentaires et ils essaient de comprendre, de prévoir les résultats d'interactions entre particules. Par exemple, dans les accélérateurs de particules, on voit des choses quand on fait des expériences et la question c'est comment interpréter ces choses-là et comment essayer de prédire les résultats des expériences. Un des outils qu'on a pour ça, c'est Feynman qui nous les a donnés. Donc Feynman explique que si on veut comprendre un processus, je vais dessiner un truc comme ça, c'est souvent ce que les gens font comme dessin. Donc vous avez des particules qui arrivent, il se passe quelque chose au milieu, et puis ensuite il y a des particules qui repartent. Et vous voulez comprendre ce qui s'est passé au milieu. Et Feynman vous dit qu'en gros, pour calculer ce qui se passe, pour prédire ce qui se passe, en fait, vous pouvez sommer, faire une somme sur toutes les interactions possibles au milieu que vous êtes incapable d'observer et qui sont indexées par des graphes, typiquement. Sur les graphes, d'interactions indexées par les graphes. Donc typiquement, un dessin simplifié, ça serait quelque chose où là votre graphe va vous dire exactement ce qui se passe. Donc les nœuds, ça va être les interactions. Par exemple, vous pouvez avoir des créations. Là, vous avez deux particules qui se créent. Là, vous avez aussi deux particules qui se créent. Puis il y a une interaction entre ces deux trucs-là. Par exemple, mettons que ça va redonner autre chose. Et puis après, vous avez d'autres interactions. Je ne sais pas, quelque chose comme ça, par exemple. Je ne sais pas. Bon, par exemple. Okay. Ça, c'est un graphe. Et donc il y a des règles prédites par Feynman pour vous dire ce que doivent être ces graphes et comment ils se comportent. Et vous pouvez comprendre ce qui se passe ici en faisant la somme sur tous les graphes. Donc c'est une somme infinie, donc il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et les physiciens sont très bons pour ça. Et chaque graphe gamma va avoir une contribution au résultat de l'expérience qu'on peut calculer depuis Feynman par ce qu'on appelle des intégrales de Feynman. Donc à chaque graphe comme ça, Feynman associe une intégrale. Un truc qui s'écrit, je sais pas, intégrale de oméga indice gamma sur un domaine sigma indice gamma, qui s'appelle une intégrale de Feynman et qui vous donne ce que les physiciens appellent une amplitude, qui est une amplitude de probabilité d'une certaine interaction. Et si vous sommez sur tous les graphes, vous avez généralement la réponse que les gens attendent. Ces intégrales sont extrêmement compliquées à calculer. Mais disons, plus on en calcule et plus on a des réponses précises. Et ça, les physiciens le comparent avec l'expérience qui vient des accélérateurs de particules et se rendent compte que la théorie de Feynman est parfaite pour décrire ce qui se passe dans les accélérateurs de particules. Donc les gens calculent des intégrales et c'est une galère, mais quand les gens calculent plein d'intégrales, ils se rendent compte que ça prédit la structure de la matière de manière très précise. Bon. Et qui dit intégrale dit période. Donc ces intégrales sont en général pas des périodes pour plein de raisons, mais disons que dans pas mal de cas, parfois un peu simplifiés, parfois un peu idéalisés, mais en fait dans pas mal de cas très concrets, ces intégrales sont effectivement des périodes ou des périodes avec des paramètres. Et parfois, encore plus rarement, mais parfois, ces intégrales sont des valeurs d'état multiples. Et il y a eu, c'est une des raisons pour lesquelles les valeurs d'état multiples sont revenues un peu sur le devant de la scène dans les années 90, c'est que des physiciens, donc peut-être les noms qu'il faut mettre au tableau, c'est Broders et Kramer,
qui ont calculé plein d'intégrales comme ça, dans ce qui s'appelle la théorie phi4, et qui ont vu apparaître des valeurs de zeta multiples. En français, c'est VZM, associées à certains graphes. Au départ, ils ont vu des valeurs de zeta impaires, et puis ensuite, ils ont vu, en poussant un peu plus loin, des vraies valeurs de zeta multiples, genre zeta de 5, 3, etc. Bon, chose qui ne s'exprime pas en fonction de valeurs de zeta simples. Et maintenant, on a une connaissance assez précise de certaines de ces intégrales, et chaque année, les gens sont capables de calculer encore plus de graphes et d'avoir des réponses de plus en plus précises. Je mentionne ça juste après avoir mentionné la théorie de Galois des périodes, parce qu'il s'est passé un truc assez remarquable récemment. Des gens ont calculé plein de ces intégrales où on tombe sur des valeurs de zeta multiples, et ont calculé la théorie de Galois sur ces nombres-là, sur les amplitudes qui viennent de la physique, et on s'est rendu compte de manière assez surprenante que l'espace engendré par les nombres qui viennent de la physique est en fait stable par l'action de Galois. Il y a a priori très peu de nombres, très peu de valeurs de zeta multiples qui viennent vraiment de la physique, mais c'est un espace qui est stable par l'action de Galois. C'est un peu fou. Donc il y a une sorte de vague conjecture que je vais écrire de manière très vague, qui est que les amplitudes, ou en tout cas les amplitudes qui sont des périodes, pour lesquelles ça a un sens, sont stables par l'action de groupes de Galois motiviques. L'action de Galois. Et ça c'est un truc, je pense, la première personne à avoir vu ce genre de choses, c'est Pierre Cartier, qui avait appelé ça une théorie de Galois cosmique. Donc c'est une expression qui a beaucoup fait pour la popularisation de ce genre d'idées. Donc c'est une théorie de Galois qui parle de la physique et des constantes physiques. Et on a commencé à vérifier cette conjecture. Et ça ouvre, si vous êtes très très optimiste, ça ouvre des perspectives assez folles qui sont que, en fait, si on est encore plus optimiste que ça, et qu'on imagine qu'on pouvait comprendre la théorie de Galois directement sur les graphes de Feynman, ou directement sur la physique, ça donnerait une manière très rapide de faire des calculs d'intégrales de Feynman sans vraiment en faire. C'est-à-dire par voie galoisienne. Si on arrive à comprendre comment le groupe agit, un peu par le même genre d'argument que cet argument très simple qui est ici, on pourrait peut-être calculer toutes ces amplitudes et toutes ces constantes physiques, ou certaines d'entre elles, par voie galoisienne, et sans avoir à vraiment calculer ces intégrales qui sont extrêmement compliquées à calculer. Voilà, donc c'est juste pour vous laisser sur une note très très spéculative et optimiste. Merci. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'on peut voir comment on construit une addition de périodes motiviques? Parce que, donc on n'a pas vu la structure, on a la définition des objets à peu près, mais si c'est accessible. Oui, c'est pas très compliqué. En fait, c'est quelque part caché dans la preuve que Javier a donnée du fait que les périodes sont stables par somme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 2 périodes, et puis elles sont sur des domaines, et peut-être que les domaines se coupent, mais c'est pas grave, on va forcer à ce qu'ils soient disjoints, et puis du coup on intègre sur un domaine qui est non connexe. Mais on a construit des variétés, on a fait des produits cartésiens de variétés. En fait, on fait des unions disjointes de variétés, comme ça. C'est aussi bête que ça. Et en fait, ça, on peut montrer que c'est encore des variétés algébriques. Par essentiellement la même astuce que celle que Javier avait donnée. Donc, il n'y a rien de fou. Par contre, la structure produit, c'est vraiment le produit cartésien. Si on montrait qu'un produit de période est une période, il faut regarder le produit cartésien de variété, puis comprendre comment, par exemple, la cohomologie se comporte par rapport au produit cartésien. Donc ça, c'est un truc assez... ça, je dirais, c'est pas vraiment le truc le plus important, mais ça, c'est un des éléments assez importants de cette histoire, c'est d'avoir un produit. Ouais.
motiviques, en fait, c'est pas vraiment des nombres. Non, je pense qu'on peut dire que ce n'est pas vraiment des nombres. C'est des éléments d'une certaine algèbre qui se comportent comme des nombres commutatives, commutatives, une Q-algèbre commutative. Le fait qu'elle soit transcendante a du sens. Le fait qu'un objet comme ça soit transcendant a du sens. On peut parler, voilà, exactement, on peut parler de périodes motiviques algébriques, de périodes motiviques transcendantes, etc. Clairement, ça ne se comporte pas comme des nombres, mais quand on bosse avec un peu d'expérience, on arrête un peu de penser que c'est autre chose que des nombres, et on y pense comme des nombres qu'on a juste le droit de manipuler avec les règles bêtes du calcul intégral. Je pense qu'il faut y penser comme ça. Ouais. En fait, il y avait aussi autre chose dans la théorie de Galois classique. Le fait que, parce que l'action du groupe de Galois, c'est mystérieux quand on pense à l'action sur les racines d'un polynôme. Mais en revanche, on arrive à l'expliciter quand on a compris la manière dont ce qu'est vraiment une racine. Alors par exemple, dans ton formalisme, c'est juste une représentation de l'algèbre quotient, pas du corps de nombre. Ce serait ça une racine. Et à partir de là, l'action du groupe de Galois, ça consiste juste à composer de manière tautologique. Voilà. Alors est-ce que finalement, le fait qu'on a réussi à comprendre l'action du groupe de Galois motivique, c'est simplement lié au fait que finalement on a compris ce qu'est une période, mais de manière géométrique. Ce serait un peu l'homologue. Est-ce que c'est finalement le sens de la construction? C'est juste comprendre ce qu'est une période, de manière à comprendre comment le groupe de Galois agit. Je vais reformuler ce que tu dis, mais je pense que la réponse est oui. Dans le cas de la théorie de Galois classique, en tout cas dans la version que j'ai présentée, fondamentalement, ce qui était important, c'était cette structure de produit. Dit autrement, ton Q crochet X sur F, en fait, c'est engendré par X. Okay, c'est ce que tu dis. Et c'est engendré en tant qu'algèbre par X, et un automorphisme, un élément du groupe de Galois, doit respecter ce produit, et donc doit envoyer X sur un de ses conjugués, etc. etc. Ouais. Et en fait, pour la version plus géométrique, ce qui remplace, donc il n'y a pas forcément de structure de produit ou quoi que ce soit, mais ce qui remplace les structures de produit, c'est toutes les structures qui viennent de la géométrie algébrique, les morphismes de ta variété vers une autre variété, les automorphismes de ta variété, il peut y avoir des structures d'algèbre sur ta variété, par exemple, ça peut arriver aussi, etc., etc. Toutes ces structures-là, en fait, ça joue un peu le rôle de la structure de la multiplication dans le corps de nombre. Et un peu tautologiquement, l'action de Galois, ou le groupe de Galois, c'est le plus gros groupe qui respecte toutes ces structures. Et donc l'idée, c'est, pour calculer ces trucs-là, c'est de prendre ta variété et d'essayer de comprendre le plus de structures possibles sur ta variété. Et ça restreint de plus en plus la taille du groupe. Et puis à un moment, tu espères que tu as à peu près tout vu, et ça te donne une bonne idée précise de ce qu'est exactement l'action de Galois. Donc ça va dans la même direction, je pense. Est-ce qu'il y a une parenté un peu historique là, entre si tu veux, la manière dont Galois faisait émerger le groupe de Galois, son groupe, juste en exhibant un élément qui était tellement dissymétrique que finalement, qui subissait l'action du groupe de Galois, ça se voyait sur cet élément primitif. Et puis la construction d'un motif. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu similaire dans l'esprit ou pas du tout? Et est-ce que la notion de symétrie ou de haute dissymétrie, elle est dans le sujet ou pas? Ouais, j'imagine qu'on a envie de parler d'ambiguïté, quoi. C'est-à-dire que la théorie de Galois, c'est une théorie des ambiguïtés, que racine de 2 et moins racine de 2 jouent exactement le même rôle. Donc en fait, si on les échange, on n'a pas du tout touché aux relations algébriques. Et là, c'est un peu pareil, quoi. Cette idée de haute dissymétrie, pour faire apparaître l'action du groupe, quoi. Ouais, je ne sais pas faire une phrase avec dissymétrie dedans, mais... Racine de 2 plus racine de 3, ouais. Et puis tu prends un Q de racine de 2, racine de 3, ça c'est un objet qui va ressentir dès que tu l'échanges sous l'action du groupe de Galois, l'un des deux objets. Là. Cet objet va ressentir, donc on va faire émerger. Ça va un peu dans le sens de ce que je racontais sur le théorème de Brown, par exemple. L'action du groupe de Galois montre les dissymétries ou les différences ou l'indépendance d'éléments de l'algèbre. Sur l'exemple de l'oréalisme, vous allez dire le choix du schéma. Ouais, donc par exemple, bon, là tu me fais aller dans une direction, mais
c'est vrai qu'une bonne remarque, c'est de regarder le logarithme. Et là, il y a une ambiguïté dans ce nombre-là, si Q est par exemple un nombre complexe, qui est le choix du chemin d'intégration. Si Q est complexe, il n'y a pas de chemin d'intégration canonique. On a 0, on a 1, puis on a Q quelque part. On peut intégrer comme ça, on peut intégrer comme ci. Et ça donne des réponses différentes. Et l'ambiguïté, c'est précisément... l'ambiguïté, c'est 2 IP. 2 IP, ouais. Et donc, faut imaginer, voilà, faut imaginer que c'est le genre de truc que voit la théorie de Galois. Donc, dans les conjugués de log de Q, il y aurait des choses du genre log de Q, plus les multiples rationnels de 2 IP, par exemple. Bon, avec la petite subtilité qu'en fait, la théorie de Galois, dans les périodes, elle a en fait deux incarnations. Il y a les ambiguïtés côté forme différentielle, côté cogite de Rame. Il y a les ambiguïtés côté chemin d'intégration, c'est-à-dire côté Betti. Et là, fondamentalement, c'est une ambiguïté du chemin d'intégration. Mais bon, implicitement, quand je parlais de théorie de Galois avant, c'était plutôt l'ambiguïté de la forme différentielle. Et puis juste, dans ta fait, il y a une formule, parce que tu as beaucoup accordé d'importance au symbole intégral, mais dans les faits, tu as une formule où l'intégrale a absolument disparu. Quand tu définis la période au sens un peu abstrait du terme, par le couplage, où finalement le symbole intégral a été totalement effacé du tableau, quoi. Effectivement, oui. Oui. Donc, une manière, je pense que tu fais référence par exemple à ce genre d'équation. Donc, une autre manière d'écrire le pairing des périodes. Une autre manière d'écrire le pairing des périodes, c'est de l'écrire comme un isomorphisme entre deux espaces vectoriels complexes, un qui est donné par la comogite de Rame et l'autre par la comogite de Betti, qui est le dual de l'homologie de Betti. Et ça on peut l'écrire intégral, puis à un moment dans le texte, j'ai écrit comp, ou un truc comme ça, en faisant disparaître le symbole intégral. Et en fait, cette idée, elle est en fait au départ de plein d'autres théories mathématiques qui se disent, bah, en fait, tout ce qu'on raconte ici, on peut le faire dès qu'on a quelque part 2 théories cohomologiques différentes, pour les variétés algébriques par exemple, pour d'autres objets, qui se comparent après extension des scalaires à C ou autre chose. Et on a un isomorphisme de comparaison qui peut-être vient de l'intégration, mais peut-être vient d'idées complètement différentes. Et du coup, on peut penser à appliquer le même genre d'analogie. On a des choses qu'on a envie d'appeler des périodes en un sens autre, et où on n'a plus d'intégration. Donc, ouais. De manière similaire, le groupe de Galois, en situation, enfin, des équations algébriques, des trucs standards, il peut émerger de ça, en fait. Parce que quand tu compares Q de alpha et Q de bêta, pour 2 nombres comme quand tu compares ça, il y a un modèle commun qui est le modèle abstrait, qui est Q crochet X quotienté par le minimal commun de et c'est justement la comparaison de ces 2 objets, finalement, qui transite par l'élément, par la classe de X, qui est l'objet purement géométrique. De représentation sur alpha et bêta. Et donc c'est juste en comparant ces objets-là que tu prends conscience qu'il y a un objet géométrique au-dessus qui est un point absolu, dont les autres ne sont que des représentations. Voilà. Est-ce que les motifs, par exemple, ça pourrait surgir de la comparaison de toutes les cohomologies qu'on pourrait faire, en faisant varier X, etc., de Rame Betti? Donc il y a une entrée vers la théorie des motifs, c'est de dire qu'un motif, en fait, c'est le motif de X, c'est la collection de tous les groupes de cohomologie différents qu'on peut imaginer à partir de X, donc par exemple de Rame, Betti, mais aussi d'autres, et puis toutes les comparaisons qu'ils ont ensemble. C'est un point de vue c'est un point de vue en fait qui historiquement a été assez important sur un motif. Un motif, c'est toutes les incarnations de X en ce sens-là, toutes les incarnations cohomologiques de X. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les systèmes de réalisation historiquement. C'est très similaire à la géométrie classique. On peut faire cette analogie, ouais, j'imagine. Ouais. D'autres questions? Oui. Est-ce qu'on connaît le rang du groupe de Galois, étant donné que l'espace est une dimension finie, tu connais une base et...
En fait, on connaît tout dans ce cas-là. On connaît tout le groupe de Galois. Alors ici, le groupe de Galois, vu que j'ai pris toutes les valeurs de zeta multiples ensemble, c'est un groupe qui est de dimension infinie, mais c'est une limite de groupe de matrice. Et si on se fixe un poids, on a le... Et si on se fixe un poids, on comprend absolument à quoi ressemble ce groupe. En fait, ce groupe, Ouais, est-ce qu'il y a une dimension connue il est de dimensions tout à fait connues, en fait, qui sont données par des formules essentiellement données par les formules de récurrence de Zagier. Bon, enfin, je ne veux pas forcément rentrer dans les détails, mais en fait, qui sont pas irréductibles, donc, pardon? je dis, il y a des composants qui sont pas, enfin, qui sont pas irréductibles, je vois. Donc tu dis qu'il y a des sous-espaces là. Ça va pas être la réaction complète sur le... Bah, en fait, si, quand même, le groupe de Galois doit avoir à peu près la même taille que l'algèbre de période. C'est quand même ça qui est... Pardon? Tu peux pas, c'est pas transitif comme action. T'as cette relation, je sais pas. Bah, il y a évidemment des contraintes sur ce que l'action du groupe peut être. Ouais. Ça peut pas être... Enfin... Ouais. Mais en tout cas, on comprend très bien ce qu'est ce groupe. Si on se fixe un poids, on peut écrire tout absolument explicitement avec des groupes de matrices, etc. Et G, c'est une sorte de groupe de matrices infini, qui est probablement plus simple à... Enfin, disons que l'algèbre des fonctions sur G, c'est un objet qui est en fait un peu plus canonique, et ça, c'est facile à écrire explicitement. Mais... ouais. Et la matrice des périodes, elle joue aucun rôle dans la description de l'action de Galois? D'une certaine manière, non, elle ne joue pas vraiment de rôle, même si en fait il faut imaginer que le groupe de Galois, il agit vraiment par multiplication de la matrice de période par des matrices, quoi. Mais seulement d'un seul côté. Donc en fait, quelque part, l'action du groupe de Galois, elle se passe d'un côté ou de l'autre. Et ensuite, on voit comment le groupe de Galois agit sur les périodes en regardant ce qui se passe via cet isomorphisme. Mais la matrice des périodes, elle va jouer un rôle explicite dans les calculs ou pas du tout? C'est-à-dire, je ne fais pas les produits matriciels pour voir le groupe de Galois, on dit n'importe quoi. Oui, ça joue un rôle dans le sens où, en fait, calculer l'action d'un groupe de Galois sur des périodes, ça revient à multiplier la matrice de période par une matrice. C'est elle qui multiplie. Ouais. En fait, quand vous voyez la matrice des périodes, eh ben, en fait, les conjugués de Galois d'un nombre, c'est tous les nombres qui sont sur la même ligne, moralement. Pardon? On peut voir ce Van der Waals très facilement. Ouais. Je propose que les autres questions fassent l'objet de discussions un peu privées avec le rappeur.